donc on est dans une ONG qui a été créée au début des années 2000 en pleine épidémie du sida. À un moment où, grosso modo, tu avais des millions de morts, malheureusement, à l'échelle mondiale de cette pandémie, et que on pensait que c'était une fatalité d'en mourir quand on l'attrapait. Sauf que au milieu des années 90, tu as enfin des trithérapies qui arrivent, qui sont une espérance, qu'on peut vivre, continuer de vivre. Mais leur coût est tellement exorbitant que les populations qui pourtant sont le plus affectées par le sida, à savoir celles d'Afrique subsaharienne, n'y ont absolument pas accès parce que c'est trop cher. Et donc malgré cela, dans les années qui vont suivre, malgré l'existence de ces traitements, tu as 7 millions de personnes qui vont mourir du sida en Afrique subsaharienne. Et en fait, c'est ce scandale-là qui va inciter Bono, qui est notre fondateur, le chanteur de U2, à créer cette ONG de lutte contre les maladies évitables, qui est une ONG de plaidoyer qui, en gros, va voir les gouvernements, les institutions internationales, les pays riches, pour leur dire il faut faire preuve de solidarité internationale, créer des mécanismes de plus juste répartition des traitements, en l'occurrence des vaccins quand ils existent, de recherche et développement sur des maladies dont on ne parle pas, alors qu'elles tuent des gens là-bas. Et en fait, c'est cette mobilisation, donc la création de One et tout le plaidoyer qui va être mené, qui va conduire, par exemple, progressivement à la création du Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, qui est aujourd'hui une structure bien installée, internationale en fait, à laquelle les États riches contribuent régulièrement, tous les 3 ans, ils reconstituent ces fonds à coût de 15 milliards de dollars à chaque fois. Hein. C'est vraiment des montants énormes qui ensuite sont utilisés pour faire parvenir des traitements un peu partout, pour aller vacciner des gens un peu partout, enfin dans les pays les plus pauvres. Donc en fait, la raison d'être de One, c'est vraiment l'idée que quand une maladie peut être évitée parce qu'on est en capacité d'avoir des traitements, c'est pas possible d'en laisser mourir des gens, quoi. Et en partant de cette idée de l'accès à la santé, très vite on arrive à la question plus fondamentale de l'extrême pauvreté, parce que finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'accéder aux soins ou à l'éducation ou à une alimentation de qualité? C'est l'extrême pauvreté. Et donc One s'enrichit, s'étoffe avec le temps de ce deuxième item qui est la lutte contre l'extrême pauvreté. Donc One, c'est une ONG de plaidoyer pour lutter contre les maladies évitables et l'extrême pauvreté. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par plaidoyer? Dans l'univers des ONG, des associations, tu as en quelque sorte deux types, grossièrement parlant, hein, mais deux types d'ONG. Tu as celles qui vont aider les populations sur le terrain, en fait, c'est-à-dire apporter des vivres, voilà, en situation humanitaire en quelque sorte. Et puis tu as celles qui, comme nous, sont des ONG de plaidoyer, c'est-à-dire se situent en amont de la chose. En amont, dans la relation avec les gouvernements, elles font adopter les politiques publiques et les financements nécessaires à ce que les populations ne se retrouvent pas dans cette situation-là. Alors parfois on y arrive et parfois on y arrive plus difficilement. Des exemples de ce à quoi on arrive, je parlais tout à l'heure de la lutte contre le sida par exemple, la tuberculose, la malaria, où il y a quand même des choses qui ont été créées. Un deuxième exemple de structure importante qui a été créée grâce au plaidoyer d'organisations comme la nôtre, c'est le Fonds mondial pour l'éducation, le Global Partnership for Education, qui fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que tous les 3 ans, les États riches, les institutions internationales reconstituent ces moyens. Donc là, on est sur de l'ordre de 5-6 milliards de dollars pour 3 ans. Lesquels servent à quoi? À aller construire des écoles, former des professeurs, etc., là où ça n'existe pas. Donc notre mode de fonctionnement et nos réussites, c'est ce type de choses. C'est aussi nos réussites quand on va faire du plaidoyer pour que soient adoptées des lois qui vont dans le sens de la solidarité internationale, typiquement des lois d'aide publique au développement, avec des États qui acceptent qu'une part de leur produit intérieur brut soit consacrée à aider des pays plus pauvres. Mais il y a d'autres types de lois qu'on arrive à faire adopter parfois, qui sont des succès pour nous, par exemple des lois de lutte contre la corruption, contre l'évasion fiscale, parce qu'on sait que par exemple les pays pauvres, ce dont ils souffrent, c'est pas de la fatalité, c'est des dysfonctionnements du monde. Donc quand par exemple, pour prendre l'Afrique,
perd chaque année 90 milliards de dollars de recettes fiscales, et ben c'est autant d'argent qui aurait dû permettre aux États sur place de financer des services publics pour la population, ce qu'ils ne font pas, parce que cet argent, les multinationales qui viennent extraire les ressources, etc., en fait, préfèrent le placer ailleurs plutôt que de payer ce qu'elles doivent et leurs impôts. Donc, c'est tous ces dysfonctionnements-là contre lesquels nous, on lutte et pour lesquels il nous faut à la fois amener les États et les institutions internationales à financer et à adopter des politiques publiques. Puis après, il y a des moments où les résultats sont moins immédiats. Par exemple, si tu prends le Covid-19 et tout ce qu'on a fait depuis 2 ans sur le sujet, donc bon, on a parfois eu des résultats comme par exemple l'allègement des dettes des pays les plus pauvres pour leur permettre de faire face à la crise. La création de ACTA et de COVAX, qui était un mécanisme international pour mieux répartir les vaccins. Mais dans les faits, on voit que malheureusement, quand même, c'est les États riches qui ont acheté l'essentiel des vaccins et que du coup, aujourd'hui, alors que dans nos pays, on a 80% des populations qui sont vaccinées, en Afrique, ils sont à 20%. Donc en fait, parfois, même si tu crées les mécanismes, même si tu as les politiques publiques qui vont bien, le marché reprend le pas sur tout. Et malheureusement, dans un mécanisme un peu libéral, où même les médicaments et les vaccins sont un bien comme un autre, où les compagnies pharmaceutiques peuvent n'avoir comme unique motivation que de faire le maximum de profit, ça ne va pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande à ce que soient levés temporairement les brevets, la propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19. C'est un exemple de plaidoyer qu'on mène, qu'on porte et sur lesquels on aimerait pouvoir aboutir. Et j'ai l'impression que ça commence enfin à aller dans le bon sens. Oui, nous on a l'habitude de dire que la pauvreté est sexiste, en plus de tout le reste. Elle est mortelle, elle est terrible, elle ne te permet pas d'avoir une vie digne, mais en plus elle est sexiste. C'est-à-dire que clairement, dans les pays qui sont notre focale, par exemple, on a vu les effets de la crise économique liée au Covid-19 très directement. Ce sont les femmes qui sont, quand elles travaillent, dans l'économie informelle, donc le moins sécurisé par rapport à un revenu. Ce sont les femmes qui, alors qu'elles travaillent énormément la terre, sont les moins nombreuses, elles sont à peine 3% à posséder des terres agricoles, donc à en être maîtresses. Donc en fait, elles sont toujours sujettes, elles sont toujours victimes de ce qui leur arrive. Ce sont les femmes aussi qui, quand l'alimentation vient à manquer, sont les premières à se priver en quelque sorte, pour pouvoir nourrir les enfants, pour pouvoir nourrir les hommes, etc. Donc en réalité, cette crise Covid-19 et la crise économique qui l'a accompagnée, elle a fait d'abord des victimes parmi les femmes. D'ailleurs, ça c'est une situation qu'on a vue dans tous les pays du monde, c'est pas seulement dans les pays les plus pauvres. C'était frappant de voir aux États-Unis comment, par exemple, les chiffres du chômage liés à la crise économique Covid-19 montraient que c'était essentiellement les femmes qui se retiraient du marché du travail. Au mois de septembre 2020, je me souviens qu'on a vu des chiffres ahurissants du chômage sur le dernier trimestre aux États-Unis, et genre 95% des personnes qui étaient tombées au chômage du fait de la crise étaient des femmes. C'était vraiment impressionnant. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les politiques publiques, qu'elles viennent des États ou qu'elles viennent des institutions internationales, qui visent à extraire les gens de l'extrême pauvreté, doivent absolument prendre en considération la spécificité du fait d'être une femme. C'est-à-dire, dans les pays dont on parle, les pays les plus pauvres, de n'avoir pas d'accès à un compte bancaire, de n'avoir pas de téléphone mobile et de n'avoir pas d'autonomie. Et néanmoins, quand les institutions internationales viennent aider, il faut qu'elles trouvent les moyens de les aider, elles, parce que ce sont elles qui subviennent quand même aux besoins du foyer, qui sont le plus dans l'anticipation. Tout ça a été établi par de nombreuses études.
Donc voilà, et ce qui nous a vraiment tous beaucoup marqué, c'est de constater que pendant le Covid-19, les réponses qui ont été apportées, que ce soit par les gouvernements ou par les institutions internationales, ne comportaient jamais un paragraphe dédié aux femmes ou aux filles. Passant à côté, par exemple, du fait qu'elles avaient été victimes de violences à des points inimaginables. Toutes les hotlines d'appels sur les violences faites aux femmes ont explosé malheureusement pendant toute la période de confinement, partout dans le monde. Que les violences culturelles aussi à l'égard des filles, comme les mariages précoces, les grossesses non désirées, ces choses-là se sont multipliées aussi. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que toutes les réponses apportées par des institutions prévoient systématiquement une dimension femmes et filles. C'est un mot qu'on entend employer de plus en plus souvent, mais est-ce qu'on y a mis la même chose que ce qui met par exemple le Canada ou la Suède, qui sont plutôt des pays qui font beaucoup de choses en matière de diplomatie féministe? Ma réponse serait pas encore tout à fait, non, pas encore tout à fait. Moi, ce que j'entends par diplomatie féministe, en fait, c'est double. C'est-à-dire que les valeurs que l'on porte dans l'espace public français en matière d'égalité femmes-hommes, etc., il faut qu'on les diffuse autour de nous. Et la France est une grande puissance culturelle, pas simplement financière ou économique, mais culturelle, qui doit permettre normalement de soutenir ça. Et donc, par exemple, voilà, faire en sorte de soutenir des créations culturelles à l'autre bout du monde qui, dans des pays complètement corsetés, essayent de remettre un peu d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fait partie de cette diplomatie culturelle-là, ou tout simplement, là en ce moment avec ce qui se passe en Afghanistan et les filles empêchées d'aller à l'école, faire en sorte que le gouvernement français, bon, il se trouve qu'il refuse de nouer des relations avec les talibans, mais même sans nouer de relations avec les talibans, il y a un discours quand même à porter auprès des voisins, auprès des partenaires de ce gouvernement-là, pour faire progresser la cause de la scolarisation des filles, pour ne pas les laisser tomber, comme elles le sont aujourd'hui malheureusement. Donc c'est ce que j'appelle la diplomatie culturelle féministe, en fait, c'est porter un discours, soutenir des acteurs, etc. Et puis après, il y a une deuxième dimension de la diplomatie féministe qui est dans tout ce qui est notre aide publique au développement, la nature de nos relations commerciales, en fait, dans tout ce qui est nos relations économiques avec les pays pauvres, veiller à ce qu'on ait des études d'impact qui nous montrent si ça risque de dégrader les inégalités entre les femmes et les hommes, ou comment est-ce que ça pourrait les améliorer. Au fond, un peu ce que j'avais fait, moi, quand j'étais ministre des droits des femmes en France, je l'avais fait en interne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une loi ou un décret s'apprêtait à être adopté, j'avais imposé qu'on ait une étude d'impact en amont pour vérifier l'effet que ça allait avoir sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Et donc, s'il apparaissait que telle loi ou tel décret allait augmenter les inégalités, on faisait reprendre la copie au ministère concerné en disant non, en fait, c'est pas possible. Et même, il fallait rechercher au contraire la réduction des inégalités. Donc là, moi, la dimension très intéressante que je verrais, c'est ce type d'étude d'impact aussi, quand on aide à l'étranger, quand on met en place des relations commerciales avec l'étranger. C'est-à-dire s'il apparaît que par telle relation commerciale, on va alimenter telle situation en RDC dans laquelle on sait très bien que celles qui descendent à la mine, extraire les métaux rares pour nos iPhones par exemple, etc., ce sont des femmes qui sont traitées dans des conditions de violence inouïe, etc., on dit alors attention, on va remettre en cause cette relation-là à ce motif-là, pour protéger les femmes. De la même façon, si notre aide publique au développement, à un moment donné, on a le choix entre soutenir avec elle des institutions ou des structures dans les pays en développement qui ne font aucun effort pour garantir un peu plus d'indépendance, d'autonomie économique pour les femmes, ou
au contraire des structures qui sont vertueuses de ce point de vue-là, qu'on choisisse d'aider les vertueuses. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on installe une culture, je pense, dans n'importe quel pays. Donc vous voyez, pour moi, la diplomatie féministe, elle est vraiment à double visage. Il y a à la fois une espèce d'influence culturelle et il y a une espèce de méthode de travail, de financement, de relations commerciales, où grosso modo, on n'oublie jamais le sujet de l'égalité femmes-hommes. Alors moi j'ai été très déçue par la faible couverture médiatique. Très franchement, c'était vraiment surprenant parce que quand même, ça faisait des années qu'on attendait cet événement. C'était à Paris. Il y avait du beau monde tout de même. Donc je ne sais pas comment m'expliquer qu'on arrive à passer à ce point-là à côté. Après, c'était un événement à la fois avec des résultats intéressants et notamment le fonds qui a été créé pour soutenir justement la société civile dans les pays en développement sur ces questions d'égalité femmes-hommes. Donc il y avait à la fois des éléments intéressants et en même temps on sentait bien que ça n'était pas l'équivalent de Pékin. Enfin je veux dire, c'était pas un moment où les États allaient faire progresser le droit positif sur les questions d'égalité femmes-hommes à l'échelle mondiale. Ce que normalement ces rencontres-là devraient être. Mais je jette la pierre à personne de ce point de vue-là parce que je sais que c'est très compliqué et que nombreux sont les observateurs qui disaient attention parce que si on commence à remettre en cause le droit positif en cherchant justement à aller plus loin dans le sens du progrès, autour de la table, on risque d'avoir plus d'États conservateurs qui voudront remettre en cause, y compris ce qu'on a actuellement, qui voudront progresser. Donc voilà, ce type de cénacle international où il faut prendre en considération les uns et les autres réclame de traiter vraiment avec la plus grande prudence le droit international et le moment où on le change. Et je pense que, au fond, le FGE, tel qu'il a eu lieu à Paris, était plus un moment de diplomatie, un moment de rencontre, qu'un moment d'écriture du droit. Nous, on est très investis sur les questions de santé, d'abord. Donc notre cœur de métier étant cette question d'accès à la santé, par définition, le contact se fait très souvent avec les mères, parce que c'est généralement par les mères que passent toutes les questions de vaccination des enfants contre la rougeole, la rubéole, etc. Et donc, en fait, le sujet pour nous, c'est celui de l'éducation en fait, des mères, c'est-à-dire du fait que les principes de base de préservation d'une bonne santé soient acquis. Or, le problème, c'est qu'on est parfois dans des pays dans lesquels il n'y a pas eu d'accès à l'éducation des filles devenues mères en question. Donc, en fait, nous, on soutient beaucoup toutes les dynamiques d'éducation non formelle, d'éducation tout au long de la vie qui viennent. Donc, c'est pour ça que soutenir des associations sur le terrain, c'est quelque chose de très précieux et de très important. Ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur qui pourrait être commise parfois, c'est de se dire juste, par exemple, mettons les vaccins pour les enfants, on va simplement faire venir, parachuter en quelque sorte des soignants de l'extérieur pour venir faire des tournées et puis vacciner les enfants en un shot. Mais en fait, le sujet, c'est comment est-ce que la prise en compte de la santé infantile est une réalité dans la vie de ces familles au quotidien, sachant que beaucoup de ces mères n'ont pas fréquenté l'école. Donc en fait, on va soutenir aussi des associations sur le terrain qui vont, elles, faire ce travail d'éducation populaire. Autre sujet sur les femmes, nous, on est évidemment très, très, très demandeurs que les États, mais aussi toutes les fondations privées, interviennent quand il s'agit de faciliter, favoriser l'autonomie économique des femmes. Et par exemple, aujourd'hui, tu as un certain nombre de fondations, j'ai la fondation Mastercard en tête, par exemple, qui fournissent des facilités d'obtention de comptes en banque, activables directement depuis un téléphone, prenant en considération la réalité et le quotidien de femmes qui ne peuvent pas se déplacer physiquement jusqu'à une banque tous les 4 matins, etc. Donc en fait, c'est ce type d'initiative que nous, on soutient énormément, pour lesquelles on plaide et dont on pense que notre aide publique au développement, elle devrait particulièrement les soutenir.
que le fonds d'investissement qui a été créé au FGE devrait particulièrement soutenir ce type de structure, visant soit à éduquer, même quand elles n'ont plus l'âge d'aller à l'école, soit à donner une autonomie économique et financière, aider à acquérir des terres, puisque tout à l'heure je disais il y a un sujet de propriété agricole, aider aussi tout simplement à accéder à l'entrepreneuriat. Et là pour le coup on a beaucoup plaidé dans le cadre du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine pour qu'il y ait une dimension soutien à l'entrepreneuriat dans les pays pauvres. Et c'est désormais pris en compte. Il faut voir comment est-ce que ça va être mis en œuvre exactement, mais il y a eu une décision de travailler vraiment notamment sur ce qu'ils appellent les jobs verts, les emplois verts, et que l'Union européenne financerait en gros le soutien à l'entrepreneuriat d'un certain nombre de populations, parmi lesquelles les jeunes et les femmes en Afrique. Donc voilà, donc nous en fait on prend les gens tels qu'ils sont, on regarde globalement leurs besoins et on se dit qu'il y a toujours une réponse, qu'elle vienne des États, qu'elle vienne des institutions européennes ou internationales ou qu'elle vienne du privé. Le sujet, c'est simplement de documenter tous ces gens, de faire pression sur eux pour qu'ils se sentent concernés et qu'ils agissent. En fait, sur ces questions-là, pour nous, ça fait partie de la santé en réalité. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup de vaccination et d'enfants, mais quand on parle de santé, c'est évidemment plus général. C'est tout ce qui consiste à prévenir, à accompagner, à soigner. Et donc, en fait, les institutions qu'on va soutenir sur le terrain sont des institutions parfois de planning familial, parfois même simple information déjà, il y a tout un sujet autour de ça. Et notre grande inquiétude pendant le Covid, ça a été justement de voir que tout ce qui était santé maternelle, santé sexuelle et reproductive avait été complètement laissé de côté par l'engorgement des hôpitaux et que c'est aussi pour ça que tu as eu un nombre de grossesses non désirées considérable. Des femmes qui n'osaient plus se rendre dans les hôpitaux aussi, par crainte d'attraper le Covid. Donc, tous ces sujets de santé sont liés. Et au sortir du Covid, j'espère qu'on va en sortir vraiment, la question de la résilience de nos systèmes de santé, de leur capacité de résistance aux pandémies, sans être justement totalement engorgés, de telle sorte que les soins primaires, et notamment sexuels et reproductifs, soient oubliés. Ce sera une question majeure. Je pense que normalement le monde a compris maintenant qu'il fallait investir sérieusement, résolument dans le système de santé, quel que soit le lieu où on se trouve.